Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et cette semaine je vous propose de redécouvrir Tchaïkovski. Soyez les bienvenus. La voix d'un homme célèbre, celle de Piotr Ilyich Tchaïkovski, peut en cacher une autre, la voix d'un autre homme célèbre. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. C'est grâce à vous que nous redécouvrons Tchaïkovski cette semaine. Terra Incognita. Nous sommes attablés à la 3e symphonie. Hier, vous avez analysé avec nous, ou plutôt pour nous, le premier mouvement. Voici le deuxième, une valse. On s'est rendu compte hier, Bertrand Roulet, en analysant le premier mouvement de cette 3e symphonie de Tchaïkovski qui en compte 5, que c'est exactement le contraire de ce que pensent les exégètes de tout poil, une œuvre disparate, décousue. Non, hier vous nous montriez dans ce premier mouvement à quel point elle est formidablement dense, d'un cheminement structurel extraordinairement fouillé, Bertrand Roulet. Aujourd'hui, ça a l'air tout simple, un deuxième mouvement, une valse. Ça veut dire dans le grand organisme des 5 mouvements de cette symphonie, l'entrée du ternaire. Du ternaire, il n'y en a pas eu beaucoup dans le premier mouvement. Après l'état assez sombre et même dépressif du début, on avait juste cette petite phrase, cette ondulation de cordes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et maintenant, après la victoire, au fond, de cet arrachement à la dépression par un élan de vitalité triomphant et un état ludique, un état léger, Oui. on va s'acheminer dans le 3e mouvement vers quelque chose de très vaste, spacieux et intérieur. Et la transition vers cet état, ce n'est pas directement de passer d'un extrême à l'autre, c'est d'avoir justement cette valse qui est un entre-deux, mais qui est nécessaire dans la grande forme. Je m'explique. Premier mouvement, Ré majeur. C'est le plan général de tout notre parcours. Oui. Et maintenant, ces différentes entités qu'on a vues, ces différents états, vont se développer chacun de leur côté au cours des mouvements. Alors, premier mouvement, Ré majeur. Deuxième mouvement, Si bémol majeur, la valse. Troisième mouvement, intérieur, méditatif, Ré mineur. De nouveau, Ré, tonalité principale. Quatrième mouvement, féerie, Si mineur. Et puis, finale, Ré majeur. Donc si je fais juste les tonalités, donc la grande structure en 5 mouvements, on la comprend bien maintenant. D'accord, d'ailleurs on va parler des 4 mouvements aujourd'hui, de ces 4 derniers mouvements de cette 3e symphonie. D'un mot, dès demain et jusqu'à vendredi, il sera question de cet opéra Tcherevichki. Donc d'autres choses à découvrir, d'autres terra incognita. Et puis alors cette idée de légèreté, on l'avait par exemple dans ce que j'avais appelé presque des sauts d'écureuil sur les échelles de la tonalité, juste un tout petit rappel du premier mouvement. Oui. Petit exemple de corrélation entre les mouvements, cet élément volatile dans la valse.
puis alors vous allez entendre papillonner ce motif sur ces degrés superposés et ludiques comme dans le premier mouvement. L'écureuil de branche en branche, disiez-vous hier, Bertrand. Mais cette légèreté, elle va vraiment se développer d'une manière presque démoniaque dans le 4e mouvement. Ce qui nous occupe maintenant, c'est le 3e. Oui. Et c'est tout à fait une autre plage de musique. Andante est-il noté sur votre partition? Je rappelle que vous avez la partition d'orchestre sous les yeux que vous réduisez. Elle est tout à fait d'ailleurs amenée par la fin de la valse qui est très dépouillée. Un basson tout seul. Il faut maintenant changer le format de l'écran sur lequel l'histoire maintenant va continuer de se projeter. On va revisiter l'aspect mélancolique de l'introduction du premier mouvement de toute la symphonie. Que j'avais identifié comme une cellule sujet. Vous verrez bien que ce rythme revient périodiquement dans la phrase avec un rôle central, un peu comme un sujet dans une phrase. Mais au lieu d'avoir cette pulsation lourde de l'introduction, on a juste les pizzicati qui ont une sorte d'éclat presque comme une fleur de givre ou quelque chose de tout à fait bleuté, hivernal, et beaucoup de silence dans ce mouvement. La couleur aussi des deux flûtes à l'unisson qui efface l'individualité de l'exécutant solistique dans le timbre, ça fait quelque chose de feutré, crée aussi une impression qui va au-delà de l'histoire personnelle. Je souffre, on est plutôt dans un état on est en train de décanter l'histoire personnelle dans un espace, dans la nature, dans du silence. On va entendre ces deux flûtes et tout cela? Oui, c'est très très parlant. Oui. Et le ternaire maintenant, qui était justement amorcé dans la valse, devient cette espèce de psalmodie austère, presque... Montrez-moi. Comme dans l'introduction du premier mouvement, les pizzicato, et puis évidemment toujours, du point de vue du dessin mélodique, au lieu de... Là aussi on a... On pourrait même dire que le dessin du début de la valse a quelque chose à voir avec... Si j'enlève une note au lieu de... Mais si je fais... le début du troisième mouvement, il y a quand même une analogie qui est assez proche. Vous avez trouvé ça chez un musicologue ou un autre, Ils disent exactement le contraire. Oui, il me semblait aussi, dites-moi. Et puis, le lyrisme passe d'une manière presque debussiste, comme quelque chose d'inattendu et de fugace à partir d'une toute petite cellule. C'est vraiment minimaliste. Debussisme? Oui, parce que chez Debussy, vous avez tout d'un coup un fragment sur deux notes, tout d'un coup, qui suffit à exprimer quelque chose qui semble dépasser l'intention linéaire et formelle de l'auteur. Tout d'un coup, il y a une impression qui vient comme emportée par le vent et qui part comme elle était venue. Et puis, ça s'effiloche, et puis on a de nouveau... Donc il faut vraiment partir dans une idée de dépouillement, de méditation hivernale. Beaucoup de choses à entendre là à l'orchestre. Écoutons.
Tchaïkovski, qui fait des thèmes si longs et si lyriques, est capable aussi de nous offrir comme une bouffée d'émotions sur 2 notes qui sont comme déchiquetées et qui sont éparpillées par le vent comme une vapeur, comme un brouillard, avec beaucoup de silence. Et puis cette sonorité du corps, qui est comme une passerelle maintenant à travers ce son vers un espace qui est intérieur maintenant, celui-là. Une émotion qui n'est pas forcément de type sentimental, c'est plutôt vraiment, on pourrait dire, un espace intérieur. Une phrase qui, elle aussi, est basée sur une cellule sujet, mais comme c'est plus lent, on la remarque moins. Au lieu d'avoir tan, ta, tam, c'est ta, tan, tam, pam, pam, pam. Et toujours, au lieu de... Je reviens toujours à l'introduction. Qui traverse donc les mouvements. Mais Hein. bien sûr. C'était le tout début de la Et symphonie. maintenant, c'est... Bon, et ça revient dans le thème. C'est de nouveau comme un sujet... De nouveau... Enfin, vraiment, ce lyrisme qui s'enracine après cette cure de silence. Et je trouve frappant de voir, c'était en parlant à l'orchestre que je trouve presque dommage de remplacer les cordes par mes phalanges. Mais Mais vous êtes là pour disséquer la chose, pour oui, nous la faire comprendre vraiment. quelques coups de craie sur le tableau noir. Ouais, plutôt une pointe sèche, je dirais. La conclusion du thème. Hein. Beaucoup d'espace aussi dans le traitement harmonique. C'est pas... C'est juste... Quand vous dites beaucoup d'espace dans le traitement harmonique, ça veut Oui, dire... je veux dire qu'au lieu de tout remplir les accords du haut en bas, Oui. et on a juste les aigus. On a du vide en fait entre mes 2 mains par exemple, et c'est tel que c'est écrit. D'accord. Toujours le même cellule sujet. Mais non. Et comme dans l'introduction de nouveau. Et on a quelque chose aussi dans les basses de l'ostinato, la note répétée de l'introduction. Mais c'est quand même un thème qui commence par de nouveau et qui finit par... Donc il y a quand même une volonté structurelle très forte à travers ce lyrisme.
J'aimerais rebondir avec l'idée du ternaire qu'on a encore dans l'oreille, qui vient de cette sorte de psalmodie Et on va voir maintenant qu'indépendamment du profil des thèmes, la simple idée du ternaire, par exemple, c'est quelque chose qui se développe, qui se retrouve d'un mouvement à l'autre. C'est un élément structurel qui enjambe les mouvements, qui enjambe les catégories de thèmes. Dans le développement, on va revenir très brièvement à la valse et vous verrez qu'il y a le thème de valse et un élément ternaire juste avant, qui se superpose à la valse comme un élément de développement. D'un mouvement à l'autre, vous parlez de superposition, Bertrand. Exactement le même type de développement maintenant dans le retour du grand thème rayonnant du deuxième mouvement. Oui. Alors là, c'est de nouveau ce grand thème fluvial qui revient pas tel qu'on l'a déjà entendu, mais qui draine avec lui tous des éléments qui ont été rencontrés au passage du développement. Et alors là aussi, superposition de l'élément ternaire sur le grand thème. C'est un petit peu comme si ce thème purement intérieur s'augmentait d'éléments extérieurs, comme si on avait vraiment comme un accroissement de conscience. C'est exactement la vieille idée bien connue d'Héraclite, qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Les mouvements du développement fluvial de Tchaïkovski fait que ce deuxième thème, on le réentend, mais augmenté, avec une augmentation d'espace intérieur, extérieur. Enfin, les mots sont faibles à côté de l'impression que ça dégage.
Un nouvel exemple, Bertrand Roulet, de cette fragmentation thématique, de tout ce matériau qui nous accompagne. On en avait juste un commencement avec de la clarinette au lieu de... Et puis, dans le silence... Maintenant, on va glisser alors encore beaucoup plus de manière ténébreuse dans une sorte de régression qui nous ramènerait presque structurellement dans les premiers états obscurs du début de la symphonie, de l'introduction, Oui. mais pas pour déprimer à titre personnel, mais plutôt pour se laisser glisser, dissoudre dans cette nature où on a l'impression que c'est la nuit qui tombe, où les brumes couvrent tout. Et c'est presque une déjà une musique de Sibelius, où il y a quelque chose de... un geste qui semble surgir objectivement dans le champ de la conscience du compositeur, plutôt qu'une expression, voilà, je sens ce thème, maintenant je sens cet autre thème. C'est trop fragmentaire, c'est trop surprenant. Il y a maintenant un petit passage un peu litigieux au niveau des éditions, qui n'est pas respecté dans la plupart des enregistrements. C'est ce passage ici. C'est le basson qui fait maintenant cette gamme. Et Tchaïkovski a écrit ça. Qu'est-ce que c'est? Alors ça fait un accord de septième majeur, ça fait quelque chose de très dissonant, parce que peu à peu, c'est vraiment comme si le sol tout d'un coup cédait sous nos pas. Oui, c'est ce que vous lisez dans la Attention à la partition marche. d'orchestre, là? Voilà. Oui. Alors souvent, c'est corrigé dans les interprétations en ceci. Ou bien... Mais en fait, c'est vraiment... Tchaïkovski a écrit... Expliquez-moi, ça veut dire qu'on l'enregistre pas, ça? Et pourquoi? Yuri Temirkanov l'a enregistré vraiment tel que c'est écrit. Et c'est pour ça que je vous propose cette version maintenant. Volontiers, mais pourquoi est-ce qu'on le change? Pourquoi d'autres Parce que ça le paraît chantent? trop bizarre. Ah oui. Et je pense que psychologiquement, moi je le vois comme une régression, comme quelqu'un qui marche sur une ligne et tout d'un coup, il y a une sorte d'écroulement, le sol cède sous ses pas. Et puis, il y a vraiment une obscurité qui s'installe. De nouveau, les deux flûtes. Et puis ça, je trouve très proche déjà de Sibelius. Ce jeu de brume. Il y a quelque chose qui semble purement de l'ordre du minéral, purement de l'ordre de la nature, plus que de l'ego humain. Alors écoutons toute cette séquence dans la version donc de Yuri Temirkanov. Micro fermé, micro ouvert, Bertrand? Non, ça on peut le faire micro fermé. Écoutons. Mais alors. juste encore une remarque, où quand on voit qu'on retrouve, par exemple, je disais, l'état du début de l'introduction, ça veut dire que si on devait schématiser formellement ce qui se passe dans cette symphonie, on pourrait pas le faire avec un schéma à deux dimensions de juxtaposition. Disons, il y a A, B, ensuite on revient à A. On pourrait déjà voir le premier mouvement comme un aboutissement en tant que tel, et puis les autres mouvements qui décrivent des courbes qui reviennent dans certains points soulevés par le premier mouvement, mais à des niveaux différents. Souvent, oui. Donc, en fait, presque comme des spirales plutôt, mais qui seraient parallèles ou diagonales au premier mouvement. Donc, un schéma à deux dimensions autour d'une colonne qui serait le premier mouvement. Franchement dit, on est très loin de l'analyse que j'en ai à la page 791 de mon guide de la musique symphonique. Par quelqu'un qui s'y connaît, André Lischke, donc dans les indispensables de la musique. Donc, forcément indispensable dans ma bibliothèque et celle de ceux qui écoutent musique en mémoire. Hein. Mais là, évidemment, on en est extraordinairement loin. Et c'est cette lecture qui, effectivement, rend toute son ampleur à cette écriture.
La version donc légitime de cette troisième symphonie de Tchaïkovski, donc la version de Yuri Temirkanov, Bertrand Roulet, avec ses parfums harmoniques étranges de temps à autre. La grande étrangeté, c'est cette espèce de sortie de corps, ce vol astral, ce vol de sorcière du quatrième mouvement, qui est finalement amorcé déjà dans l'idée avec la toute dernière note de ce qu'on vient d'écouter, c'est pizzicati, pom. Le pizzicato, c'était quoi? C'était le début de la symphonie, de l'introduction du premier mouvement, qui devenait une pulsation déjà qui prenait vie, et maintenant, alors c'est une vie d'un autre monde où les pizzicati maintenant parcourent toutes les octaves. Donc c'est une vivacité qui n'est pratiquement possible que pendant le sommeil, dans notre vie nocturne onirique. Mais servi en même temps par un travail architectural extraordinaire. Il y a toujours une source qui vient de ce premier mouvement, par exemple, ça c'était un élément de la transition du premier mouvement, ce qui devient et puis évidemment toujours cette idée de balancement par les pizzicati, qui était l'élément ludique. Et maintenant, on sent très bien que c'est la même idée qui se développe. Alors je voudrais pas insister lourdement, mais je parlais des références musicologiques que nous autres pouvons avoir. J'aimerais vous lire à ce moment-là 10 lignes, Bertrand Roulet. Œuvre de recherche, cette symphonie, donc, elle peut être comparée à la troisième symphonie de Rimsky-Korsakov, dans laquelle Tchaïkovski lui-même avait trouvé une prédominance de la technique sur la qualité des idées. Et là, Lischke cite donc Tchaïkovski. On pourrait dans une certaine mesure transposer ici même ce jugement, non que les mouvements pris séparément manquent de trouvailles inattendues, séduisantes, poignantes ou insolites, mais en dépit de quelques allusions cycliques que nous avons constatées, on ressent une impression de disparité et on ne comprend pas toujours où le compositeur a voulu en venir. Et de conclure, sans être tant s'en faut une œuvre ratée, c'est la plus déconcertante et la plus abstraite des 6 symphonies de Tchaïkovski et celle qui décourage le plus toute tentative d'interprétation extra-musicale. On parle de vous là, Bertrand. Oui. Mais on se rend compte que c'est pas infaisable en même temps. Il suffit simplement, il faut s'y pencher à la virgule près, à la note près, à la cellule rythmique près. Vous disiez moins de 10 notes en général, ça n'intéresse pas les musicologues. Oui, ça passe en travers des mailles du filet de leur compréhension. Oui. Même s'ils ont accumulé des documentations impressionnantes sur la correspondance ou la sexualité de l'auteur. Moi, j'aime bien ouvrir la partition et remarquer un chef-d'œuvre là où il y en a un. 4e mouvement, donc, maintenant, scherzo, dans cette 3e symphonie de Tchaïkovski. J'ai déjà présenté quelques éléments. Oui, on pourrait les écouter. Premier mouvement. Et puis, on pourrait citer dans cette transformation, cette joie sauvage, au fond, maintenant, de liberté, mais sous forme presque un petit peu non humaine, un petit peu fantasmagorique, tout ce qui avait trait à la plainte, ou tout ce qui était dans le premier mouvement, maintenant devient plutôt ricanant. Et puis il y a vraiment une manière de propulsion qui est très qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi, comme si on rebondissait sur des surfaces nuageuses ou je ne sais pas. Mais on marche sur des nuages et il faut que tout ça soit lié dans un geste qui est la version de Rostropovitch traduit vraiment cet élément fébrile et insaisissable.
Une musique, Bertrand Roulet, toute empreinte de vision intérieure. Oui, puis qui nous entraîne parfois comme dans de nouvelles clairières harmoniques pleines de fraîcheur par des modulations étonnantes qui suivent, et on ne se rend pas compte, forcément, carrément une gamme de tons entiers. Rappelez-vous, si vous l'avez encore, qui flotte dans vos oreilles. Puis on a cette modulation. Une symphonie, dit-on, composée très rapidement. Vous aviez envie d'évoquer un autre thème à propos de cette substance, de cette matière symphonique, Oui, Bertrand parce Roulet. qu'il se trouve qu'elle recoupait fort heureusement un matériau utilisé bien avant dans une œuvre de circonstance, la cantate pour l'inauguration de l'école polytechnique de Moscou. Et je sens que vous aviez très longtemps dans votre vie envie qu'on en parle. Oui, ben ça évidemment, finit par arriver, on est en ce genre de curiosité, choses. mais parfois il faut attendre un petit peu de temps. Oui. Alors, c'est vraiment intéressant de voir, quand j'insiste toujours sur la question de l'unité, que tout se rattache toujours à quelque chose d'autre, etc., mais de voir finalement pourquoi cette poussée unique, d'abord c'est ce qui véhicule du sens, sinon on se fragmente dans du joli, dans de l'esthétisme. Et puis on va faire la différence avec le fait que un même thème, quasiment le même, mais qui n'est pas pris dans ce courant d'unité, l'effet émotionnel qu'il peut nous faire, et puis enfin on va comparer avec sa réutilisation dans la symphonie. Alors un petit extrait de cette cantate, et qui est d'ailleurs pas une œuvre tout à fait négligeable. Je pense qu'on ne doit pas en parler avec condescendance, on l'entendrait de temps en temps, que franchement elle n'a pas à rougir devant d'autres oratorios tout le temps joués. Une œuvre composée longtemps auparavant, donc. Oui, c'est une vraiment de prime jeunesse. Écoutons. Молчит кругом степей родных простор. Объяты сном громады синих гор. Хранит покой безлюдная земля, и ждут луча бескрайние поля. Заждались в горах уголь и руда, упорных рук и смелого труда. В лесах таежных дремлет тишина, природа спит, могучих сил полна. Природа спит, могучих сил полна. Donc l'extrait de cette cantate pour l'inauguration d'une école polytechnique, pour qu'on se rende bien compte de ce matériau thématique issu de la jeunesse de Tchaïkovski, et maintenant sa déclinaison ou sa transformation dans la troisième. Oui, Tchaïkovski pouvait l'utiliser parce que tadam tadam, il y a ce côté note pointée qui revient dans toute la symphonie, et puis il y a cette idée de note tenue. Seulement ici, la note tenue, c'est un élément, on va pas dire décoratif, mais c'est une idée musicale qui ensuite va bifurquer vers d'autres idées, tandis que dans ce mouvement, maintenant, de la troisième symphonie, tout est en rapport avec ce qu'on a entendu avant, c'est-à-dire cette idée presque d'accouchement. J'avais parlé de pistes de décollage à propos de notes qui restaient... on passe d'un état à un autre, la note tenue au début de la symphonie, et on verra maintenant que ce thème est utilisé
pour certaines de ses caractéristiques, mais que cette note tenue, elle est elle aussi un accouchement vers l'éclosion de cette énergie féerique un peu démoniaque. On voit que tout est pris dans un seul élan, c'est-à-dire que ça mène vraiment vers quelque chose que le thème vaut pour les éléments de développement qu'il contient. Et c'est une énergie qui s'accroît, il ne nous lâche pas. Et c'est surtout important de voir où est-ce que ça mène. C'est pas simplement le thème lui-même. Et puis la culmination, ce sont des superpositions impressionnantes de cordes comme des arcs-en-ciel. Une pure jubilation d'énergie vierge de toute intention d'histoire personnelle. Le thème, d'ailleurs, juste encore une dernière précision, il est encadré chaque fois par une cascade d'octaves descendantes et montantes, selon la symbolique que j'avais déjà développée. Donc tout se tient, mais on en perçoit l'effet. Quand je vous parlais dans le premier mouvement que ce rythme du premier thème devenait ensuite yan ta ta tan tan tam pour accompagner. Mais là, on a au fond la preuve de ce que j'avance, puisque les corps viennent de faire pam pam pam, puis après pam 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 pam. Ça vient du premier mouvement. Ce sont les mêmes processus qui sont à l'œuvre. Excellent. On va arriver dans le 5e mouvement. Vous nous montriez cette cohérence architecturale, Bertrand Roulet, jusqu'à ce 4e mouvement. Abordons le final. Alors évidemment, je vous le donne en mille, forcément, tan, ta, tam. Alors c'est la cellule principale du thème de cette polonaise, qui fait qu'on appelle improprement cette symphonie polonaise. Oui. Le titre n'est pas de Tchaïkovski. Et puis on a cette basse, une gamme à degrés ajoutés. Comme on avait dans le premier mouvement. Alors là, bon, le thème vigoureux. Je voudrais pas être fastidieux en vous rappelant que dans le mouvement, le scherzo fantastique, on avait les flûtes qui faisaient. Il faut pas s'étonner ensuite qu'on ait dans
ce mouvement. Je vous ferai remarquer que maintenant, l'idée que les différents groupes de familles de thèmes sont en train de se rassembler. Alors l'idée de la note pointée tam ta tam et puis de ta 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 tam peuvent dans ce mouvement coexister dans un même thème. Il y a ensuite une fugue d'après ce thème de polonaise qui se développe d'une manière analogue au développement contrapuntique du premier mouvement. Et si on résume l'idée de tous ces groupes qui finissent par se développer et en se développant à fusionner les uns dans les autres avec des trajectoires qui se recoupent, on en a une assez grandiose démonstration comme deux fleuves différents qui finissent par se rejoindre et se mélanger avec des accents de triolet, yatata, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis des cuivres qui font pam, papam, tam, tatam, comme si la rencontre de ces deux flux de sens, ces deux avenues, allait produire une éruption finale. Oui, impressionnant cette réunion. On est bien loin des images de ce Tchaïkovski qu'on croit avoir. Et c'est le titre de votre série, Terra Incognita. Véritablement cette musique de Tchaïkovski-là et cette juxtaposition et ensuite cette synthèse, vous nous les apprenez vraiment, Bertrand. Dans la conclusion, le rythme de polonaise qui est à 3 temps, yam, il est à 3 temps à la mélodie et dans l'accompagnement à 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a des accents de cuivre qui imposent vraiment d'une manière très très volontaire un rythme binaire. Au lieu de... Donc on a... Et puis finalement, si on pousse très très loin, puisque la cohérence a vraiment été le maître mot dans notre parcours de cette symphonie, il n'y a pas jusqu'aux dernières notes, les 1, 2, 3 des accords finaux, qui ne soient finalement en rapport avec ta tam pam 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 de notre introduction, toujours ce groupe de 3 notes qui finalement aboutissent avec ces 3 notes répétées. Et donc la fin de cette troisième symphonie de Tchaïkovski, cette première Terra Incognita dont il est question entre nous, Bertrand Roulet. Demain, vous êtes toujours ici, toujours avec ce piano dans Musique en mémoire, pour voir une autre terre inconnue dans le pays, dans l'univers de Tchaïkovski. Quelle sera-t-elle ? Tcherevichki, l'opéra qu'il considérait comme le plus réussi de ses 12 ou 13 opéras.
Grand merci de votre visite ici, Bertrand Roulet. Merci. Туманным глядом на минувших лет и чуть мерцал родной земли рассвет. Средь темных дебрей возле бурных рек спокон веков трудился человек. Спокон веков трудился человек. Туманной грядом на минувших лет не чуть мерцал родной земли рассвет. Средь темных дебрей возле бурных рек спокон веков трудился человек. Спокон веков Quelques accents de cette
cantate pour l'inauguration de l'école polytechnique de Moscou de Piotr Ilyich Tchaïkovski, une autre œuvre à découvrir demain. Ce sera donc cet opéra Tcherevichki de Piotr Ilyich Tchaïkovski, bien sûr. Merci à vous, Bertrand Roulet, de cette présence ici pour cette série de musique en mémoire. Merci à Gérald Yestan pour sa réalisation, proposition de Jean-Luc Rider, avec Isabelle Watson à l'assistance de production. Il est 15h.